irons sur les traces de René Caillé, l'explorateur français qui a séjourné au 19e siècle à Thiémé, une localité d'Odiéné, et puis à Wuhan en Chine. Les experts de l'OMS arrivent à l'hôpital Xinhua au commencement de l'enquête. L'investigation a été entravée par des retards et dans un contexte de crainte concernant l'accès et la solidité des preuves plus d'un an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Révivons le séjour de cet explorateur français, René Caillé, à Thiémé, une localité du Kabadougou dans le nord du pays en 1827-1828. René Caillé a fait 6 mois dans ce village pour se soigner. Noussangari est allé sur les traces de René Caillé. Thiémé est l'une des localités touristiques de la région du Kabadougou de par son histoire avec René Caillé. Situé à 25 km de Diéné, l'explorateur français y a séjourné du 3 août 1827 au 9 janvier 1828. En partance pour Tombouctou, au Mali, selon les anciens, René Caillé a fait une escale pour des soins. Alors qu'il était affaibli par une plaie au pied lors de son voyage, il a été orienté chez une guérisseuse dans la ville de Thiémé. Mariam Silla est l'épouse de l'un des petits-fils de la guérisseuse qui s'est occupé des soins de l'explorateur français. À ce temps-là, il y avait une caravane qui passait de Séguéla jusqu'à Toumoutou. Mais arrivé à Thiémé, il avait un plaie au pied. Il ne pouvait plus marcher. Il y avait une vieille qui était ici qu'on appelait Silla Madion. On l'a accueilli à la maison ici. Il s'est soigné pendant 6 mois. Après la plaie, il avait un palu. La vieille a soigné le palu. René Caillé a fini par être adopté par les habitants de Thiémé comme fils du village. Il parlait arabe, il écrivait, il lisait même le Coran. Donc tout le monde s'est dit qu'il y a un arabe qui est venu. Comme c'est une ville islamisée, donc il a été adopté. Une fois guéri, après 5 mois de traitement, l'explorateur est conduit par le mari de la guérisseuse à Kagnasso, village où l'explorateur doit poursuivre son chemin pour Tombouctou. Sur la route, il pouvait avoir des choses. Et donc, il allait avec son fusil que vous venez de voir et il l'accompagne jusqu'à Kagnasso. Et c'est après Kagnasso qu'il a fait demi-tour. À Thiémé, les traces de René Caillé sont en passe de disparaître. La case où a séjourné son honneur a été détruite avec l'avènement des travaux de bitumage dans le village. Le monument René Caillé se trouvait là. Et vraiment, ça attirait beaucoup de touristes. Et compte tenu de l'avènement du bitumage, les responsables ont dû l'enlever. Le monument avait une forme de borne. Et avec la photo de René Caillé et la date de son passage à Thiémé. C'est lui-même qui l'a fait avant de partir. Selon le maire résident Ibrahim Diarasouba, la destruction du monument est une incompréhension entre l'entreprise en charge du projet de bitumage et les autorités municipales de Thiémé. Quand les travaux ont commencé, nous avons reçu l'équipe qui doit planifier les voies, les routes de Thiémé. Et à notre grande surprise, la première équipe qui a passé nous a dit qu'elle fait partie de la route, donc il faut pouvoir la détruire. Et après la destruction, nous avons constaté après que la route même pouvait dévier selon les normes qui viennent d'arriver. Bon, c'était déjà trop tard. Par contre, la mairie, à sa tête, M. Silla Ousmane, la municipalité a décidé de reprendre le monument, un autre monument à lieu et place, au rond-point, à l'entrée de la ville. Les autorités municipales entendent protéger et valoriser les autres sites qui marquent le passage de l'explorateur français René Caillé en vue d'en faire de véritables pôles d'attraction touristique. Comment sortir Zaïbo de sa léthargie? Cette sous-préfecture du Haut-Sassandra dans l'ouest du pays peine à amorcer son développement. Au nombre des difficultés que rencontrent les habitants de cette localité de l'ouest du pays, difficultés d'accès à l'eau potable, manque d'infrastructures routières, déficit d'infrastructures sanitaires, des insuffisances qui plombent aussi le sort des villages environnants. Sionfolo Soro, Eugène Atoubi. Voici l'une des routes les plus importantes et à trafic dense dans la région du Haut-Sassandra. Elle relie Daloa, le chef-lieu de région, à la sous-préfecture de Zaïbo et dessert une trentaine de villages et gros campements de production de cacao. Pas facile d'emprunter cette route à cause de son état actuel.
Une difficulté majeure pour les producteurs et productrices quand vient le temps de se rendre vers les zones de commercialisation. Les femmes ont une coopérative février. Pour que les bagages aillent à ville, c'est un problème. La route est bizarre. Souvent, même le prix, on devait prendre pour payer, mais là, ce n'est plus le prix normal, on prend pour prendre maintenant. On est obligé de liquider puis revenir au village. Après 12 km de poussière et de crevasses en divers endroits, nous arrivons à Zaïbo. La localité distille un parfum de village. Ici, le temps semble figé pour cette localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997 et faisant partie du département de Zoukoubou. Zaïbo est encore au stade de la recherche d'infrastructures socio-économiques de base. Et cette réalité, les populations la vivent dans la douleur, non sans quelque espoir de voir les nombreux manques de Zaïbo comblés. Ça fait déjà quelques années que le château est en construction, mais ça n'avance pas du tout. Nos femmes ici puisent l'eau à 15 mètres tous les jours. Nous avons notre école primaire, elle est dans un mauvais état. Notre sous-préfet n'est pas résident parce qu'il n'y a pas de logement. L'État de Côte d'Ivoire nous a fait un projet de compteur à cartes. D'autres villages sont servis, mais la sous-préfecture de Zaïbo, rien du tout. Un des signes illustratifs de la léthargie dans laquelle sommeille Zaïbo et ses villages, ainsi que d'autres villages environnants, ce bâtiment construit pour être le centre de santé de Zebra. Zebra, village à proximité de Zaïbo, un beau gâchis. L'infrastructure était quasi achevée, qu'elle a été abandonnée à la broussaille, aussitôt après que les travaux ont été arrêtés en 1985. Dans cette partie de la région de Haut-Sassandra, l'accès de la population à l'eau potable est une équation difficile. À Zaïbo, l'arrêt des travaux du château d'eau en 2010 n'a pas été du goût des habitants de la localité. Surtout qu'à ce jour, c'est à la rivière ou à partir des puits que la ville de Zaïbo s'approvisionne en eau. De quoi rendre amère les populations qui réalisent qu'à proximité de leur ville se trouve l'usine de traitement d'eau potable qui alimente Daloa. Les villages alentours connaissent le même problème d'accès à l'eau potable, mais les attentes des populations varient d'une localité à une autre. Exemple, Zebra. Dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Zaïbo, le château d'eau n'est pas fonctionnel. Pour autant, on se ravitaille à l'eau potable à partir des robinets. Ici, la problématique se pose en termes de compteurs d'eau dans les habitations. L'eau qui venait directement des crateaux se déversait au château d'eau et le château d'eau nous servait. Bon, maintenant, il n'est plus fonctionnel. Donc c'est du gros tuyau là que nous sommes branchés et que nous avons un peu nos compteurs dans le village. C'est depuis 1969 que la SODECI a déposé le château d'eau à Zebra ici. C'est là qu'il avait déposé un robinet d'arrêt. Et c'est sur le robinet d'arrêt, tout le village venait prendre de l'eau. Depuis la panne du robinet d'arrêt, il n'y a plus d'eau à Zebra ici. C'est là maintenant la SODECI vient de déposer les compteurs d'eau qui vont jusqu'à 500 mètres, 600 mètres du village. Donc le village n'est pas canalisé. Aujourd'hui, nous demandons que les gars viennent canaliser le village de Zebra pour qu'on ait nos compteurs auprès de nous. À Zaïbo, toute la population est espoir que la ville prenne son élan pour atteindre les marches du développement et du progrès. Les jeunes ne veulent pas être en marge de cette dynamique. Tant ils sont conscients d'être acteurs participant à l'essor de Zaïbo, autant les aspirations sont nombreuses. Si nous ne pratiquons que seulement que l'agriculture, on n'a rien d'autre à faire que l'agriculture. On est toujours dans cette agriculture primaire de nos parents d'hier avec la machette. Aujourd'hui, les terres sont devenues très pauvres. La jeune voulait se tourner vers autre forme d'agriculture. Ça veut dire l'élevage et la pêche. Nous demandons à l'État de nous aider. Dans la solidarité, nous pouvons arriver au bout de nos idées. Nous allons les amener à comprendre l'entrepreneuriat rural. Tous ceux qui veulent faire l'élevage, par exemple, il faut leur donner une formation adéquate. Je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la production maraîchère sans un système d'irrigation. Il faut temporiser pour avoir une notion de base avant de commencer cela. Au domicile du chef de village de Zaïbo, les jeunes sont conviés à une réunion portant sur la contribution des jeunes au développement et au progrès de la localité. Ce cadre d'échange s'inscrit dans la perspective de la création d'une mutuelle de développement pour accompagner les actions du gouvernement inscrites au chapitre développement local et bien-être des populations. Notre village est en retard, notre sous-préfecture est en retard.
elle est vraiment en retard. Mais nous, les paysans, on n'a pas trop d'idées. Ce sont nos enfants qui peuvent toujours nous guider, mais il faut qu'ils viennent. C'est ce que je leur demande chaque fois. Et dans nos échanges de communication, dans les communications, c'est ce que je leur demande aussi. L'espoir, ça va se développer, ça va aller. On ne peut pas tout attendre de l'État. Imaginez tous les villages de Côte d'Ivoire, l'État n'aura pas de moyens pour s'occuper de ça. Ce sont les cadres qui doivent se regrouper au sein des mutuelles pour aider l'État à résoudre vraiment les problèmes, je dirais, basiques. L'eau potable, l'école, les dispensaires. Et puis demander par exemple à l'État d'envoyer du personnel pour animer ces structures. La tendance, c'est de nous unir, de nous rassembler. Zaïbo veut sortir de sa léthargie tout comme les villages qui composent la sous-préfecture et ceux environnants. Les populations conviennent de la nécessité de l'urgence de se doter d'un cadre de réflexion pour impulser le progrès de Zaïbo. Chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997, 23 ans après, il n'y a toujours pas de résidence pour le sous-préfet. Pour tout dire, à Zaïbo, tout manque, tout est urgence. Et il n'y a pas qu'à Zaïbo qui a mal à ses routes, il n'y a pas que Zaïbo qui a mal à ses routes. Les routes des villages de la sous-préfecture de Grand Bérébi sont aussi impraticables. Crevasses, nids de poules sont le cauchemar des paysans et femmes de ces localités du sud-ouest du pays. Mais bientôt, le calvaire des populations vivant dans ces villages de la région de San Pedro prendra bientôt fin. 150 km de pistes villageoises vont être reprofilées et entretenues par le conseil régional. Les travaux de ce chantier viennent d'être lancés et vont durer 6 mois. Coût des travaux, 148 millions de francs CFA. Sam Kono. Dans la sous-préfecture de San Pedro, plusieurs villages restent enclavés. Les pistes villageoises sont impraticables, comme ici sur cette voie menant dans la tribu Pied, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Quand il pile là, moto là, il ne peut pas voiture, il ne peut pas passer. Là. La route est mauvaise. La route là, c'est mauvais. Souvent, il y a des camions même qui sont tombés. La route là, ça nous fatigue. Donc, beaucoup de fois, on est au garage, il y a nos camions. Le conseil régional, ayant entendu ces cris de cœur, s'engage à soulager ces villages enclavés. 150 km de pistes villageoises vont être reprofilées et entretenues en cette année 2021. Dans les 150 km, il faut considérer 100 km de repro lourd pour le département de San Pedro et 50 pour le département de Tabou. C'est un reprofilage lourd. Mais effectivement, nous sommes dans une zone à forte pluviométrie et il est évident qu'il faut passer souvent. Sinon, une fois que les travaux seront remis, 6 mois après des pluies, vous allez vous rendre compte que comme si on n'avait rien fait. Donc maintenant, je pense que la route s'entretient. Ces travaux de reprofilage lourd ont été lancés dans le village de Dosso en présence du sous-préfet de Grand Bérébi. Cette voie qui relie Petit Nado à Néromé et Boupé traverse 7 villages, de quoi réjouir les populations. On danse parce qu'on a joie. Si femme est enceinte, pour aller, on ne voit pas la route. On veut la route. Non, vraiment, quand j'ai vu des gens aujourd'hui pour faire là, je suis trop content. Je suis vraiment content même. Je veux que ce qu'il a fait, il n'a qu'à continuer. Chaque mois, il n'a qu'à soutenir ça. Les travaux de reprofilage lourd et d'entretien des pistes villageoises dans la sous-préfecture du Grand Bérébi vont coûter 148 millions de francs CFA et vont durer 6 mois. Désavoué par l'Assemblée nationale, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamaba, a remis ce vendredi sa démission au président congolais Tshisekedi, qui a désormais les mains libres pour nommer son propre chef de gouvernement, soutenu par une nouvelle majorité parlementaire. Proche de l'ancien président Joseph Kabila, le Premier ministre sortant et son gouvernement avaient fait l'objet d'une motion de censure largement adoptée par l'Assemblée nationale mercredi avec 367 voix sur 377 votants. Et pour finir, sachez qu'à Wuhan, en Chine, les experts de l'OMS arrivent à l'hôpital Xinhua. Au commencement de l'enquête, l'investigation a été entravée par des retards et dans un contexte de crainte concernant l'accès et la solidité des preuves pour plus d'1 an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine.
mondial de la santé ont entamé ce vendredi à Wuhan, en Chine, une enquête de terrain. Il s'agit pour eux de comprendre l'origine du coronavirus. Après des échanges avec les scientifiques chinois, les experts se sont rendus dans un hôpital de la ville de Wuhan, où l'épidémie a débuté fin 2019. L'OMS a confirmé hier jeudi que les enquêteurs présentement à l'Institut de virologie de Wuhan se portaient bien. C'est un institut équipé de laboratoires P3 et P4 de haute sécurité qui manipulait des coronavirus. L'équipe de l'OMS se rendra également au marché Huanan, premier foyer où l'épidémie de Covid-19 s'est manifestée. Fermé depuis plus d'un an, ce marché vendait aussi des animaux sauvages vivants. La délégation de l'Organisation mondiale de la santé compte visiter les premiers malades de cette pandémie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.